Bonjour à tous et bienvenue, c'est La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé. Et d'ailleurs, dans cette émission, on va vous parler du rein, des urgences, de diabète, de la thyroïde et des infections sexuellement transmissibles. Vous pouvez nous écrire dès maintenant à maquestion@lasantésurtout.com. Et pour vous répondre, nos spécialistes sont ici, sont tous arrivés, tous à l'heure. Tout va bien aujourd'hui. On commence avec vous, professeur Vincent Audard. Vous êtes néphrologue au CHU Henri Mondor à Créteil. Bonjour, merci beaucoup Jessica. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Docteur Thierry Firobe est avec nous, évidemment, médecin urgentiste à l'hôpital Foch à Suresnes. Tout à fait. Bonjour Jessica. Fidèle au poste. Docteur Olivier Dupuis, chef du service endocrinologie, diabétologie et nutrition à l'hôpital Saint-Joseph de Paris. Bonjour Jessica. Ravi de vous retrouver. Très beau pull. Merci. Vraiment, merci. Je ne sais pas qui est le costumier de cette émission, mais alors vraiment parfait, très bien porté, effectivement. Et nous avons un petit nouveau dans l'équipe. Et alors là, je peux vous dire qu'on est ravis de l'avoir. Laissez-moi vous dire qu'on s'est battu avec le docteur Firobe, mais vraiment on a tout donné pour avoir le docteur Erwan Fourne avec nous sur ce plateau et on est bien content, on a réussi. C'est un boulot, c'est un vrai boulot. Ah, c'est un boulot. Bonjour Jessica. Docteur Fourne, vous êtes infectiologue. Et avec vous, on va parler plus précisément à la fois de la vaccination et des infections sexuellement transmissibles. Merci à vous quatre d'être avec nous. On commence avec une question pour vous, professeur Vincent Audard. Vous êtes néphrologue, je le rappelle. Élodie, 41 ans, de Mazamet. Je dois faire un scanner avec une injection de produits de contraste et on m'a prescrit une prise de sang pour faire vérifier mes reins avant. Pourquoi? Quel est le rapport? Alors, excellente question, merci de l'avoir posée. Alors, j'aurais tendance à dire toxicité rénale des produits de contraste iodé, parce que c'est comme ça qu'on appelle ces produits qui sont qui sont effectivement administrés lors de certains examens, que ce soit des scanners ou des examens endovasculaires, comme des coronarographies. Et c'est vrai que la grande question, ça fait l'objet de nombreuses controverses, et on pourrait presque dire mythe ou réalité. Est-ce que ces produits de contraste à base d'iode ont une toxicité pour les reins ? Alors, il y a beaucoup d'études contradictoires. La communauté médicale n'est pas forcément d'accord. Donc, je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est surtout, quels que soient les antécédents du patient, quel que soit le niveau de fonction rénale, c'est-à-dire si on a ou pas une insuffisance rénale, la priorité, c'est quand même de pouvoir réaliser ces examens qui parfois sont très importants dans la prise en charge du patient. Alors, on fait un test dans certaines catégories pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas un niveau d'insuffisance rénale, mais encore une fois, même s'il y a une insuffisance rénale importante, la priorité, c'est quand même de pouvoir faire l'examen qui parfois peut amener à une prise en charge thérapeutique spécialisée très importante pour les patients. Il faut bien s'hydrater avant, éviter les médicaments toxiques le jour, le lendemain de l'examen et après on fait un contrôle, mais le plus souvent quand même ça se passe bien. Et voilà, donc encore une fois, le message, c'est rassurer la population par rapport à l'injection de produits de contraste iodé. Une autre question maintenant de Sophie, 32 ans, de Rennes. J'ai la maladie d'Hashimoto depuis 5 ans et malgré la bonne prise de mon traitement et des résultats sanguins corrects, je suis toujours épuisée. Est-ce normal que les symptômes persistent même quand la prise de sang est bonne, docteur Dupuis? Alors, les symptômes persistent, bien sûr. La sensation d'asthénie existe. Après, quel est le lien avec le Hashimoto? C'est la bonne question. Et en fait, c'est la TSH qui nous donne la réponse. Donc la TSH, c'est l'hormone hypophysaire de contrôle de la thyroïde. Et si cette hormone-là, donc la TSH, est normale, en fait, il n'est pas possible médicalement de corréler des symptômes à un dysfonctionnement thyroïdien. Donc la maladie de Hashimoto, elle se traite par une prise chronique et régulière d'hormones thyroïdiennes qu'on prend en général le matin au lever avant toute ingestion. Et donc si la TSH est normale, l'asthénie n'est pas liée. Ce qui n'empêche de faire éventuellement des investigations pour aller rechercher une autre cause à cette fatigue. Est-ce que l'alimentation, ça peut jouer? Alors l'alimentation ne joue pas. La TSH, les hormones thyroïdiennes ont un effet assez long, c'est-à-dire que ce n'est pas le médicament que vous allez prendre le matin qui va faire que vous êtes mieux l'après-midi. Et on recommande d'attendre au moins 4 à 6 semaines avant de vérifier le taux de TSH. C'est dire que il faut être prudent dans l'interprétation des symptômes avec un éventuellement dysfonctionnement thyroïdien.
Julien, 30 ans, de Marseille, vous nous avez envoyé un petit mail à maquestion@lasantésurtout.com et ce mail est pour vous, docteur Firob. Je suis asthmatique et j'ai fait une grosse crise. J'ai pris des bouffées de bronchodilatateurs plusieurs fois, mais j'ai toujours du mal à respirer. Combien de bouffées puis-je prendre avant de vraiment aller aux urgences ? On a envie de dire infini, mais en fait, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'effet secondaire à part le fait que ça accélère la fréquence cardiaque et il vaut mieux accélérer la fréquence cardiaque et prendre beaucoup de bouffées pour pouvoir faire passer la crise d'asthme, mais à partir d'un certain nombre de bouffées, on considère que ça ne sert plus à rien, et donc il vaut mieux se rendre aux urgences avant que ce soit une catastrophe, une vraie catastrophe, parce que l'asthme est encore une maladie mortelle. Donc il vaut mieux se précipiter aux urgences. Donc il y a un seuil à pas dépasser, c'est-à-dire le seuil médicament, non, mais non. Le seuil temps, ça ne sert à rien d'en prendre 50 si de toute façon au bout de la 10e vous n'avez aucun effet. Okay. Donc il vaut mieux aller aux urgences. Je ne vais pas dire un nombre de bouffées. Sans laisser traîner, quoi. Laisser traîner, quoi. Si toute la nuit on voit que ça passe pas, on va aux urgences, on n'attend pas. L'asthme, c'est pas une maladie sympa. Les crises qui passent facilement avec les bronchodilatateurs, très bien, mais celles qui ne passent pas, il faut aller aux urgences. Ouais, d'autant plus qu'on l'a vu avec le professeur Collat Charakian qui est avec nous dans une précédente émission. Le problème, c'est que beaucoup d'asthmatiques ne sont pas pris en charge, n'ont pas de suivi. Et effectivement, c'est ça qui amène aux urgences aussi. Donc, c'est très important d'avoir vraiment un suivi avec un pneumologue. Et on enchaîne encore avec une question pour vous, docteur Erwan Fourne. Je le rappelle, vous êtes infectiologue à l'hôpital Foch sur Rennes. Et donc, on a une question pour vous de Thomas, 39 ans, de Brest. On parle toujours du HPV, donc le fameux papillomavirus, pour le cancer du col de l'utérus chez les femmes. Mais pour nous, les hommes, quels sont les risques réels si on est porteur du virus? Est-ce qu'on doit aussi se faire dépister et comment? Alors effectivement, le papillomavirus touche les hommes et les femmes. Alors, le dépistage du cancer du col de l'utérus est très protocolisé chez les femmes, mais le papillomavirus peut aussi donner des cancers chez les hommes, des cancers de l'anus, des cancers de la gorge, chez hommes et femmes d'ailleurs. Il y a des populations qui peuvent être plus à risque, les populations des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, qui sont plus à risque d'avoir un portage de papillomavirus au niveau anal. Et alors, il n'y a pas de dépistage comme pour le dépistage du cancer de l'utérus. On peut faire une recherche du papillomavirus sur un prélèvement anal. Et si on retrouve un papillomavirus qui est à haut risque de donner un cancer, à ce moment-là, ensuite, on les adresse à des proctologues pour faire un examen plus spécialisé. Et il y a des populations, notamment les immunodéprimés, hommes et femmes, où il faut être très vigilant sur le risque de cancer de l'anus avec le papillomavirus. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter. Exactement. Si on a un doute. Et on s'en débarrasse du papillomavirus? Alors, la plupart des personnes vont s'en débarrasser naturellement avec le système immunitaire. Malheureusement, dans certains cas, il persiste plusieurs années et c'est là où il y a un risque de développer un cancer. Docteur Firob, d'autres questions? Vous vous sentez bien lancé? Non, mais là... Docteur Firob, est-ce que vous voulez qu'on échange de place? Parce que je sens que ça vous titille depuis quelques semaines. Moi, j'aurais beaucoup de mal à votre place en même temps, j'avoue. On échange si vous voulez. Non, je crois que je ne serais pas très à l'aise. Une question pour vous, docteur Dupuis. C'est Servan, 45 ans de Nîmes. Et Servan vient nous parler de la maladie de Basedow. Alors, on en a un petit peu parlé déjà ensemble les émissions précédentes. Maladie de Basedow depuis 8 mois, elle prend un traitement tous les jours et elle dit pour le moment pas de grande amélioration niveau sanguin, mais j'ai un nouveau symptôme, je perds mes cheveux anormalement et je n'ose plus les laver ni les brosser. Que faire? Alors Servan, je vous conseille de laver vos cheveux et de les brosser. Après, il y a un lien entre la chute de cheveux et les dysthyroïdies, ça c'est indéniable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cheveux, ça repousse toujours, sauf vraiment des maladies très spécifiques. Et donc, dans ces cas-là, la chute de cheveux sera suivie par une repousse probablement lorsque la dysthyroïdie sera bien contrôlée. Après, le traitement de la maladie de Basedow, c'est classiquement 18 mois. Donc là, nous ne sommes même pas au milieu du gué. Donc, il faut bien insister sur
l'importance de la régularité du traitement et de la bonne compliance, car c'est un des éléments qui fait le succès du traitement médical. Et environ 2 tiers à 3 quarts des basses doses sont traitées uniquement grâce à ce traitement, et le risque de récidive est bien moindre si le traitement est régulièrement pris. Un petit mot pour tous ceux qui n'étaient pas là quand on a parlé de la maladie de Basedow, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? Alors la maladie de Basedow, c'est une maladie auto-immune, ce sont des anticorps qui sont ce qu'on appelle des antirécepteurs de la TSH, et qui est une maladie qui va provoquer des signes d'hyperthyroïdie. Donc l'hyperthyroïdie, c'est une maladie très prolifique, très symptomatique, pour lesquelles on a une accélération un peu de tous les fonctionnements de l'organisme. Donc on va avoir à la fois, le plus souvent, c'est d'ailleurs ce qui inquiète les gens, une accélération cardiaque, une difficulté à l'effort, puisqu'on est tout de suite très essoufflé et très dyspnéique. On va souvent maigrir parce que le métabolisme est accéléré, on va avoir tout le temps chaud. On va transpirer beaucoup, on va avoir une hyperactivité aussi neurologique, avec des difficultés à dormir, souvent une hyperémotivité. Enfin voilà, tous ces symptômes sont extrêmement inquiétants, alors que ça reste une maladie bénigne pour laquelle on a des traitements très efficaces. Et donc dans ces cas-là, il faut consulter, il faut faire d'emblée ce qu'on appelle une TSH, donc c'est l'hormone hypophysaire qui sera effondrée. Et donc le traitement est assez simple, mais doit souvent passer par le recours aux spécialistes dont je fais partie. Et c'est important d'en parler du traitement et de s'y tenir, parce que maladie bénigne, mais avec des complications graves. Absolument. Donc la complication la plus connue, ce sont des complications cardiaques, ce qu'on appelle la cardiothyréose, qui peut amener jusqu'à une décompensation cardiaque, des troubles du rythme qui sont très fréquents, notamment la fibrillation auriculaire, qui est parfois un mode de révélation. Puis on peut avoir des complications psychiatriques avec des gens qui sont très très mal et qui vont développer des bouffées délirantes, où ça peut être interprété comme ça, alors que le traitement va permettre de retrouver un état psychique tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est des gens psychiatriques qui perdent leurs cheveux, qui donc ne se lavent pas, qui sont en sueur, et tout ça pendant 18 mois. Oui, qui peuvent aussi beaucoup maigrir, avoir des diarrhées profuses, et c'est pour ça que cette affection, c'est glamour, pour laquelle je me permets de réintervenir, est une affection qui peut rentrer par beaucoup de manifestations diverses et beaucoup de spécialités différentes. Oui. Et c'est pour ça que le dosage de la TSH fait finalement partie de notre quotidien, nous, de médecins, pour ne pas se laisser tromper. Je raconte souvent, mais moi j'ai une patiente que j'ai extrait d'un milieu psychiatrique par le biais d'une hyperthyroïdie, et en fait, une fois que les hormones ont été régulées, eh bien, en fait, elle a pu sortir de ce milieu, et c'est quand même très traumatisant. Et puis on voit tous les jours des patients qui sont référés de cardiologie notamment, ou d'autres. Oui. Et puis on n'a pas, rassurez-vous, docteur Firop, on n'a pas forcément tous les symptômes en même temps. Tous les patients n'ont pas tous ces symptômes. Non, pas tous en même temps. Pas tous en même temps, et pas forcément. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Et une question pour vous, toujours, professeur Vincent Audard, Olivier, 42 ans de Reims. Je fais régulièrement des marathons, et quand j'ai mal partout, je prends toujours un petit anti-inflammatoire. Beaucoup de gens le font. Quelqu'un m'a dit récemment que c'était totalement déconseillé. Pourquoi et qu'est-ce que je risque ? Alors, totalement déconseillé, pas totalement, mais c'est vrai que c'est quand même à prendre avec précaution les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont effectivement, qui soulagent les douleurs, c'est des puissants anti-inflammatoires. Ce que je recommande, c'est de les prescrire plutôt sur des courtes durées, plutôt sur surveillance médicale, prescription médicale. Il se trouve que ces médicaments sont en vente libre, donc on peut tout à fait s'automédiquer. Ouais. Et c'est vrai qu'une situation où on a fait un effort physique intense, ce qui est typique du marathon, on est déjà dans un état de déshydratation qui est propice au risque d'insuffisance rénale. On a une souffrance de nos cellules musculaires avec parfois la libération de pigments qui peut être toxique pour les reins. Et rajouter la prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien qui, on le sait, par différents mécanismes, peut avoir une toxicité rénale et être à l'origine d'insuffisance rénale, c'est vrai que ce n'est pas très conseillé. Je privilégierais plutôt, si les douleurs sont importantes, la prise d'abord d'antalgiques simples, qui eux n'ont pas d'effets secondaires rénaux. Et puis si les douleurs persistent, notamment au niveau articulaire, peut-être consulter son médecin et sous surveillance médicale avec une prise de sang avant et puis après, quelques jours après la prescription des anti-inflammatoires, pour être certain qui peuvent être pris effectivement sans risque sur la fonction rénale. Il ne faut pas que ce soit un réflexe, c'est ça. Tout à fait, non, c'est
pas une bonne idée, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de nos concitoyens qui s'adonnent au sport. Je pense aussi effectivement les efforts de musculation. Beaucoup de gens vont en salle de sport effectivement se faire les muscles. Et c'est vrai que les anti-inflammatoires, certains produits pas forcément dopants, mais qui sont un petit peu limites, notamment la créatine, tous ces produits peuvent être quand même toxiques pour les reins. Donc attention, notamment à tous ces produits qui peuvent parfois être pris sans prescription médicale. Et c'est vrai que vous avez raison, ça a été banalisé par beaucoup de promotions télévisuelles et par des publicités où on mélange souvent le côté antalgique et le côté anti-inflammatoire. Oui. Je pense que ça induit un peu des prises inadaptées. Après, si on a anormalement mal, pour conseiller un médecin, je peux que conseiller de se retourner vers son médecin traitant ou un spécialiste. Buvez de l'eau et du sel aussi. Il ne faut pas boire que de l'eau pure. Il faut rajouter aussi des produits salés. C'est important, l'état d'hydratation dépend effectivement de l'absorption d'eau, mais aussi de sel. Et le diabétologue vous dit aussi qu'il faut boire soit salé, soit sucré. Ah, Ce qui n'est pas inintéressant aussi, puisque vous allez aider à reconstituer vos réserves en glycogène. Voilà ce qui est parce que vous avez puisé dedans lorsque vous avez fait le marathon. Voilà. Pas boire de l'eau tout seul, comme vient de le dire le néphrologue. Tout à fait. La bière, c'est les deux. C'est du sucre, du sel et de l'eau. L'alcool la nouvelle composition de la bière. On rappelle que l'alcool se consomme avec modération, bien entendu. Bien sûr. Bien entendu. Geneviève, 48 ans, de Reims. J'ai une douleur très vive en bas du ventre, à droite, avec des nausées. Comment savoir si c'est une crise d'appendicite qui nécessite donc de foncer aux urgences ou un simple problème digestif, docteur Firob? Elle a 48 ans. 48 ans, on peut toujours avoir des appendicites? On peut avoir des appendicites à tout âge, à partir du moment où on a encore son appendice. Tant qu'on ne vous l'a pas enlevé, on peut avoir l'appendicite. Mais à 48 ans, le premier diagnostic que moi, j'aurais envie d'enlever de l'idée, c'est la grossesse extra-utérine. Donc, Geneviève, oui, allez aux urgences, Geneviève, parce que vous avez mal en bas, à droite, et que vous êtes encore en âge de procréer, et que vous avez des nausées. Et je ne sais pas quand étaient vos dernières règles, mais vous pouvez avoir une grossesse extra-utérine. Oui, vous pouvez avoir aussi l'appendicite, mais oui, la seule façon de faire le diagnostic, c'est de venir nous voir. En fait, il y a... Pas nous, les urgentistes. Les urgences, oui. Ça y est, ça... Elle est où, Geneviève ? Elle est à Reims. Ah, c'est loin de Foch quand même. En étant un peu motivée, si vraiment elle veut vous voir, c'est possible, hein, méfiez-vous. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a effectivement ce qu'on appelle des diagnostics différentiels. Ça veut dire en fait quasiment les mêmes symptômes, mais avec un résultat complètement différent. Toute la médecine est comme ça. C'est important de le rappeler. On part de comme tout à l'heure pour la maladie d'Addison, où on disait il a maigri, il a perdu 8 kilos, il est fatigué, et puis voilà. Il pouvait aussi avoir un début de diabète qui n'avait pas été diagnostiqué précédemment. Et donc, toute la médecine est faite comme ça. Et donc, c'est toute la difficulté d'un patient qui arrive aux urgences, qui dit j'ai ça, mais j'ai aussi ci, puis j'ai aussi mal à la tête, et puis j'ai aussi le petit orteil de travers depuis 3 jours. Et puis, mais c'est vraiment compliqué de faire le tri. Alors, quand on arrive aux urgences, c'est facile parce qu'on a dans un bon hôpital à peu près tout ce qu'on veut sous la main pour aller au bout de diagnostic et faire ce qu'il faut. Le généraliste qui est au fond du Jura, puisque je connais le fond du Jura, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Philippe, 34 ans, de Lyon, envoie un petit mail au docteur Erwan Fourne. J'ai lu que la syphilis faisait son grand retour en France. Quels sont les premiers signes qui doivent alerter? Et est-ce que ça se guérit toujours aussi facilement qu'avant avec la pénicilline? Alors Philippe a raison, il y a de plus en plus d'infections sexuellement transmissibles et notamment la syphilis où l'incidence augmente beaucoup en France là, ces dernières années. Alors parfois ça peut donner des symptômes, parfois non. C'est toute la difficulté de faire le diagnostic de cette maladie. Il y a les formes classiques où on dit au stade primaire, au début de l'infection, on peut avoir une lésion qu'on appelle un chancre, qui est comme une érosion, comme un petit ulcère au niveau des organes génitaux. Donc ça peut être au niveau du pénis chez l'homme, au niveau de la vulve chez la femme, ça peut être également au niveau de la gorge, et alors à ce moment-là, ça se voit moins malheureusement. Et ensuite, cette lésion va disparaître et il n'y aura pas de traces, il n'y aura pas de cicatrice.
On peut avoir aussi un ganglion, donc c'est une petite boule qu'on va sentir souvent au niveau du pli de l'aine qui peut accompagner le chancre. Donc ça, c'est vraiment une lésion typique, mais qui n'existe pas toujours. Et ensuite, dans les stades, une fois que la maladie va avancer un petit peu, on parle de syphilis secondaire, on peut avoir des lésions cutanées, des petits boutons, des fois rosés, des fois assez pâles. Donc on peut ne pas y faire attention. Et parfois, en fait, on n'a aucun symptôme ou des tout petits symptômes. On appelle la syphilis la grande simulatrice. Et parfois, en fait, on a des symptômes ou des petites lésions cutanées qui peuvent faire évoquer beaucoup d'autres diagnostics différentiels. On en parlait, ça existe aussi dans la syphilis. Le seul moyen d'avoir la certitude diagnostique, c'est de faire une prise de sang et de faire une sérologie où on va pouvoir voir si jamais ou pas on a été en contact avec la syphilis. J'en profite pour dire que tous les jeunes de moins de 26 ans peuvent aller dans n'importe quel laboratoire en France pour faire un bilan d'infection sexuellement transmissible gratuitement. Donc voilà, ne pas hésiter, quand on est jeune, on a pris un risque, on a des doutes, vous pouvez aller dans un laboratoire sans ordonnance, vous faire dépister. Merci beaucoup pour cette information, Dr Fourne. C'est très atypique, c'est pareil, pour y penser, c'est un enfer. Ouais. Il y a des endroits en Ile-de-France, c'est vrai qu'on en voit beaucoup globalement, donc on peut y penser. Il y a d'autres endroits en France, en province, où c'est beaucoup plus rare. Mais par contre, ne pas y penser, ne pas faire le diagnostic, ça peut entraîner, après plusieurs années, des formes neurologiques qui sont gravissimes. Donc c'est pour ça que c'est très très important de faire le diagnostic. Et par rapport au traitement, oui, la pénicilline marche toujours très bien. On guérit de la syphilis sans aucun problème grâce à la pénicilline. Et la cause de la réaugmentation ? Il y a beaucoup de rapports non protégés en fait. Donc c'est vrai que l'utilisation du préservatif, notamment chez les jeunes générations, malheureusement a tendance à diminuer. Donc en fait les IST, les infections sexuellement transmissibles augmentent beaucoup en France. Et pas que la syphilis, le gonocoque, la chlamydia chez les hommes et chez les femmes. Donc, Le moment est venu maintenant de vous retrouver sans la blouse. Sans la blouse, des petites questions pour tout savoir sur vous lorsque vous n'êtes pas médecin et en l'occurrence là, lorsque c'est vous qui avez besoin de consulter un spécialiste. Comment vous vous y prenez pour prendre rendez-vous déjà? Et après, comment ça se passe? Est-ce que, déjà, pour prendre rendez-vous, bon, si vous connaissez, c'est facile, j'imagine. Appel à un ami, oui. On fait l'appel à un ami. Le réseau. Vous ne prenez pas rendez-vous, vous ne prenez pas rendez-vous sur une célèbre plateforme. Le dernier avec lequel on a pris rendez-vous, il est en face de moi. Pour le coup, et le prochain à côté. Pour le coup, mais justement, c'est... Comment ça se passe? Vous vous appelez directement, même si vous ne vous connaissez pas, entre collègues? Oui, bien sûr. Après, en général, on se connaît. On se rend service pour des patients et puis, si vous voulez, c'est biaisé puisqu'on va tout de suite aller avec les bons éléments symptomatiques pour déjà suggérer quelques étiologies. Vous allez gagner du temps forcément on va gagner beaucoup sur la de prise temps. en charge. Ouais. C'est un privilège. En 2026, c'est comme un privilège. C'est le privilège d'être médecin. Oui, on peut se mal tromper orienter. aussi. Moi, je raconte une petite histoire personnelle, mais j'ai fait une arthrite réactionnelle, donc c'est très surprenante et pour laquelle je n'ai pas fait le bon diagnostic, mais j'ai appelé le rhumato en disant voilà, j'ai pensé, parce que vu mon passé, etc. Et donc c'est lui qui m'a dit non, il faut faire ça, et qui a redressé et qui m'a permis d'avoir le bon traitement. Voilà. D'accord, donc un simple coup de fil. Donc voilà, c'est très utile. Mais après, on gagne beaucoup de temps aussi parce que c'est dans la description symptomatologique. Et en parallèle, on a quand même un réseau professionnel qui s'étoffe avec notre durée de pratique, ce qui fait que même si on ne connaît pas le spécialiste dont on a besoin, on a 250 copains à qui on pose la question et tu connaîtrais pas un endocrinologue parce que là, je suis quand même un peu embêté. Et alors, comment ça se passe entre vous? Est-ce que quand vous consultez un confrère qui n'est pas un ami ou une bonne relation, est-ce que vous faites payer? Est-ce que vous faites des cadeaux? Je sais que c'est la tradition de se faire un petit cadeau. On travaille tous à l'hôpital public, donc on ne se fait pas payer directement. Après, voilà, moi, si je suis amené effectivement à avoir une expertise d'un collègue, oui, je lui ferai un petit cadeau, je pense. Ouais. Pour remercier, un petit cadeau. Un petit cadeau, c'est une boîte de chocolat. Voilà, donc c'est sûr, je ferai un petit geste.
Ouais, ça Voilà, se fait. c'est du travail en sus, et voilà, c'est vrai que c'est un raccourci. Voilà, encore une fois, c'est un privilège qu'on a grâce à notre réseau. Et c'est vrai que ça nous fait gagner un petit peu de temps, mais par ailleurs, on passe tellement de temps pour nos patients et on ne pense pas souvent à nous. Donc je pense qu'on a un réel problème de santé. C'est aussi important de penser à soi. Oui, parce que souvent, en fait, les symptômes, on a tendance aussi à les minimiser. En fait, plutôt à consulter assez tardivement. C'est ça, c'est voilà, vrai. Après, on a vite dans le bon réseau, mais voilà, peut-être un peu des fois trop tardivement. Et au moment où on se dit qu'on va consulter, il faut que ce soit tout de suite, parce que sinon, Et est-ce que ça rajoute une petite pression de soigner la famille d'un médecin? Oui. C'est vrai. Ah oui, bien sûr. Ouais. Quand on vous envoie c'est un peu un cadeau empoisonné. Vous n'aimez pas soigner la famille de vos collègues? C'est toujours un peu plus stressant entre guillemets parce que. En fait, il faut toujours mettre de la distance. Enfin, moi, je ne trouve pas que ce soit difficile. J'ai trouvé ça plus difficile avec des gens qui arrivent soit avec une aura, soit on vous a dit c'est un monsieur très important. Il faut Bon. Après, j'avais un patron qui disait oui, c'est pas grave, on va le soigner quand même. Après, je pense qu'il ne faut pas soigner ses amis très proches, trop proches. Il faut mieux les confier. Voilà, si j'avais un bon ami qui avait un problème néphrologique, je préférais qu'il soit pris en charge, ou quelqu'un de ma famille, je préfère qu'il soit pris en charge par un collègue néphrologue que je connais, en qui j'ai entièrement confiance, mais il ne faut pas non plus soigner les gens dont on est trop proche. Le côté émotionnel est parfois on perd en objectivité. Au soin objectif ou équilibré. Ah là là, sacrée question, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Eh bien, il y en a d'autres cette fois-ci, mais des questions de téléspectateurs, notamment Louis, 38 ans de Châtillon. Pour vous, professeur Audard, en faisant une échographie, on m'a dit que j'avais des calculs rénaux. Que faire et comment éviter d'arriver à une crise de colique néphrétique quand on sait que ça fait horriblement mal? C'est une très bonne question, Louis. Très bonne question, oui. Donc la colique néphrétique et les calculs de ce qu'on appelle la lithiase rénale est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. C'est quasiment 5 à 10% de la population qui peut être amenée à faire un jour une crise de colique néphrétique qui, d'après ce que j'en sais, moi-même n'ayant jamais eu de crise de colique néphrétique, mais c'est quand même un épisode abdominal aigu très très douloureux. Hein. Donc voilà, on souffre terriblement, ce qui peut se comprendre sur le plan mécanistique. L'urine qui ne peut plus s'écouler jusqu'à la vessie parce qu'il y a un calcul qui bloque le bon écoulement de la vessie, de l'urine, pardon. Donc, quand on a un diagnostic, alors généralement, ça ne se fait pas sur une échographie fortuite, c'est la crise, malheureusement, c'est souvent la première crise où on découvre qu'on a des lithiases. Les lithiases, il y a différents types de lithiases à base de différents sels, de différents minéraux. Le plus souvent, le point le plus important, c'est souvent des gens qui ne boivent pas assez. Donc l'hydratation, encore une fois, très très important parce que quand on ne s'hydrate pas, on va saturer ses urines, on va cristalliser, on va avoir des sels minéraux qui s'accumulent. Donc déjà avoir effectivement fluidifié ses urines, empêcher tous ces cristaux de s'agréger, de s'auto-agréger, ce qui va être propice à former des calculs plus volumineux, c'est déjà la base. Après attention, je dis ça, c'est en prévention des épisodes de crise. Pendant la crise, au contraire, c'est restriction parce que dans la mesure où effectivement l'urine ne s'écoule plus, surtout voilà, il ne faut pas dire aggraver son cas. Non, surtout pas. Donc il faut surtout aller consulter aux urgences, qu'on fasse rapidement le diagnostic. Et après, voilà, le plus souvent, c'est sur des règles hygiéno-diététiques. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de traitement médicamenteux. Dans des cas assez particuliers, des lithiases qui récidivent, des analyses de calcul qu'on a pu faire qui trouvent des composés un petit peu atypiques, de la femme jeune, des formes familiales, ou quand les reins sont calcifiés à l'échographie, là, il faut vraiment rechercher des causes un peu plus rares, qui sont des causes parfois génétiques, héréditaires, où là, parfois, il peut y avoir des traitements spécifiques qu'on peut administrer ou proposer aux patients. Donc, voilà, le message, c'est les règles hygiéno-diététiques. Quand on est en surcharge pondérale, limiter un petit peu la surcharge pondérale. Attention, toujours pareil, le diabète, les régimes trop sodés, surveiller sa consommation de sel et puis surtout bien s'hydrater en eau, bien entendu. Les patients ils posent une question souvent, c'est mais je dois boire quelle eau ? Est-ce que si je bois de la ceinture ou si je bois de la Contrex, si je bois de l'Évian ou si je bois de la... Du viande, de la badoie, de la cristalline. Alors, les eaux pétillantes, elles sont souvent salées. Donc c'est vrai que là, pour le coup, autant la question sur le marathon, c'est une bonne eau parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait apporter de l'eau et du sel. Là, on sait qu'un régime trop riche en sel, ça peut être aussi promoteur, ça peut favoriser les lithiases, donc il faut éviter. Après, il y a des cas très spécifiques parce que va dépendre aussi, là c'est un peu plus subtil, le pH dans les urines. Et c'est vrai qu'il y a des eaux qui vont rendre un peu plus acides, un peu plus alcalines, et là ça va dépendre du type de calcul. Ce qui est important, si un jour vous avez une maladie lithiasique et que vous urinez le calcul, gardez le calcul, il peut être analysé.
Ah oui. Il y a des analyses effectivement par des services spécialisés en biochimie qui nous permettent exactement d'avoir la composition du calcul et là de pouvoir vraiment agir et de pouvoir dire tiens, il faut éviter parce que ça, on sait qu'il y a un promoteur ou il y a un surexcès de promoteur ou pas suffisamment d'inhibiteurs de la cristallisation. Donc c'est très très important si un jour vous faites pipi votre calcul, ce qui généralement en tout cas chez les hommes ça se sent et ça se voit, récupérez le calcul pour pouvoir le donner aux médecins pour qu'ils puissent faire une analyse qui va nous permettre de préciser avec exactitude la nature. Très bien, vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine de la vaccination, semaine européenne de la vaccination. Et on a une question à ce sujet pour vous, Dr Fourne, Stéphanie, 54 ans de Biarritz, et qui nous dit justement, on entend beaucoup parler de vaccination en ce moment. J'ai pas tout suivi. Est-ce que vous pourriez me faire un récap des choses essentielles à savoir sur la vaccination des ados ? Est-ce qu'il y a des nouveautés déjà ? Alors pour les adolescents, cette année, pas de grandes nouveautés pour les adolescents, mais on insiste toujours sur la vaccination contre le papillomavirus à partir de 11 ans, avec donc la grande campagne nationale qui se passe dans les collèges pour vacciner à partir de la classe de 5e, donc les adolescents et les adolescentes contre le papillomavirus. Et c'est rajouté donc cette année, sur des recommandations de 2025, la vaccination aussi contre la méningite, parce qu'il y a eu plusieurs cas de méningite dans des collèges et lycées l'année dernière, notamment à Rennes. Et donc, il y a eu des recommandations depuis 2025 donc, qui se sont appliquées cette année de vacciner aussi donc, dans les collèges contre la méningite. Alors, c'est un vaccin qui vaccine contre 4 sous-types de méningite. On appelle ça un vaccin quadrivalent. Et donc, c'est contre les méningocoques A, C, W et Y. Donc voilà, ça, c'est les 2 grands vaccins qu'on recommande à l'adolescence. Également, une autre méningite, c'est la méningite de type B. Il y a également une recommandation de vaccination à l'adolescence. Et le rappel peut se faire pour les méningites jusqu'à l'âge de 24 ans. Et pour le papillomavirus, maintenant, on a jusqu'à 26 ans pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, ne pas hésiter, si on a loupé le coche à l'adolescence, de faire le rappel vaccinal. Voilà. Toutes les infos sur le site vaccinationinfoservice.fr. Il n'y aura pas de quiz dans cette émission, mais on a encore 2 questions pour vous. Des injections de Botox, on va en parler avec vous, docteur Dupuis, et pourtant vous n'êtes pas médecin esthétique jusqu'à preuve du contraire, mais la question peut avoir un lien avec votre spécialité. C'est Carla, 48 ans de Nice, qui nous dit « Peut-on faire des injections de Botox au niveau du front quand on a une maladie auto-immune comme Basedow ?» Alors, a priori, le Botox ne va pas déclencher ou aggraver une dysimmunité. Donc, la réponse serait oui. Après, je pense qu'il n'y a pas d'urgence pour faire du Botox et je pense qu'il vaut bien mieux, d'autant que la maladie de Basedow peut avoir des manifestations cutanées et être accompagnée d'œdème. Donc, je pense qu'il faut bien mieux attendre d'être en ce qu'on appelle euthyroïdie, c'est-à-dire que la thyroïde soit à nouveau fonctionnelle et pas en hyperactivité. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication, effectivement, pour faire ce type de traitement. Mais moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux attendre d'avoir fini son traitement avant de mélanger un peu les risques. Et la dernière question, elle est pour vous, docteur Firob. Valérie, 50 ans de Dijon. J'ai avalé par erreur le mauvais cachet ce matin. J'ai doublé ma dose de somnifère au lieu de prendre mon cachet pour la tension. Faut-il essayer de se faire vomir en urgence ? Peut-être que là, maintenant, tout de suite, elle dort. Donc, on espère quand même que vous pourrez revoir cette émission et avoir la réponse à votre question. Blague à part, plus sérieusement, quand on prend la question, c'est... un cachet en double... Mais pourquoi elle prend le somnifère le matin ? Mais parce qu'elle s'est trompée. Elle a inversé. Non mais c'est vrai, parfois quand on a des piluliers, on ne sait plus tout ça, on s'embrouille et du coup, voilà. D'accord. Voilà, c'est pas bien, mais ça peut arriver. Ok. C'est mieux que ce soit le somnifère qu'elle ait pris en double que l'antihypertenseur. Mais pour le coup, rien. On se fait pas vomir. On se fait pas vomir, jamais. On va pas aux urgences. On va pas aux urgences, en tout cas pas pour ça. Et on redouble pas la dose dans l'autre sens du coup. Et on reprend, si elle a encore l'énergie pour prendre le médicament pour sa tension, elle prend le médicament pour sa tension, puis elle va se coucher. Rien de plus Rien de plus à ajouter. Jusqu'ici. Tout ça va. C'est pas encore des trucs trop dangereux, je pense, c'est bon. Tout est dit. Merci beaucoup. Merci à vous 4 pour votre participation à cette émission. Merci à vous d'avoir posé vos questions. Vous pouvez continuer d'ailleurs de nous les envoyer à maquestion@lasantésurtout.com. À très vite.
Oui, à très bientôt. très vite. Jessica. Merci. Docteur Fourne, À très vite. à très vite. Hein. Maintenant que vous êtes là, on ne vous quitte plus. Hein. Professeur Audard, vous revenez quand vous voulez, vraiment. Écoutez, c'est fantastique, c'était très sympa comme émission, les questions sont très pertinentes et voilà, ça permet effectivement d'apporter des réponses aux auditeurs, aux téléspectateurs, donc je trouve ça très très intéressant de pouvoir discuter avec les personnes qui se posent des questions sur leur état de santé. Donc avec un grand plaisir et merci pour cette invitation. Tout à fait. Bon, docteur Dupuis, vous êtes chez vous, vous le savez, comme le docteur Firob. C'est très gentil. Merci beaucoup, docteur Firob. Je vous dis Tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Hein, on ne se quitte plus. À très vite. Merci à tous. Merci à vous.